De ce mercredi. Merci de nous rester fidèles à l'affiche ce matin. Walter Kouy est face à Joseph Kongolo et Christian Moleka. Avec eux, nous allons analyser, commenter et discuter de trois sujets. D'abord, à l'Assemblée nationale, une plénière est prévue aujourd'hui afin de discuter de l'installation de son bureau définitif. Entre-temps, les élections de gouverneurs et sénateurs ont été repoussés jusqu'au 29 avril 2024. La centrale électorale évoque des contraintes financières et ces élections des gouverneurs vont s'éteindre de manière combinée le 29 avril 2024. Alors nous allons parler également des consultations de la première ministre. Ça continue, c'était la troisième journée hier. Voilà, ce sont là les trois sujets à la une ce matin. Encore une fois, merci de nous suivre. Walter Kouy, bonjour. Bonjour Madame Gisèle et bonjour aux téléspectateurs de CCTV et puis aux auditeurs de la radio Liberté Kinshasa. Merci beaucoup. Voilà. Joseph Kongolo. Bonjour Madame. Bienvenue. Merci. Bonjour à Christian Moleka et Walter Kouy. Bonjour aussi à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Ok. Christian Moleka, bonjour à vous aussi. Bonjour madame et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bonjour également à Walter Kouy et à M. John Kongolo pour les débats républicains que nous avons passés. Juste un biscuit de l'émission pour commencer. Je ne sais pas sûr ici à qui m'a dit qu'on pourra nous suivre parce que ça fait 3 semaines qu'ils n'ont pas de courant. C'est quand même assez étrange que la SNEL régulièrement perde son câble MT le long de l'aéroport de Njili. Donc vous prenez le tronçon allant de l'aéroport jusqu'à la rivière de Mikondo. C'est peut-être la 5e ou la 6e fois qu'on vole le MT. Alors c'est parmi les endroits les plus sécurisés parce qu'on a la garde républicaine de là. En face, on a les camps Badara. Mais c'est toujours là que le câble MT se vole et tous les quartiers plongés dans les noirs. Donc j'ai pris les autorités de la SNEL de quand même régler ces problématiques de MT qui tout le temps est volé à côté de l'aéroport alors qu'on est en milieu supposé être sécurisé et qui pénalise énormément les quartiers. 3 semaines. Ça fait 3 semaines qu'il n'y a pas de Seulement les autres. Non, 3 semaines, ça c'est lié au MT, hein, donc je ne compte même pas l'avant. 3 semaines depuis qu'on a volé, entre guillemets, on a volé entre guillemets le MT. Okay. Non, c'est pour préciser, MT, c'est câble et moyenne tension. Ça signifie le gros câble. Le gros câble. Je comprends. C'est-à-dire qui pénalise plusieurs sous-stations ou des cabines, que nous appelons communément cabines. Donc c'est plus de 100 cabines et ce sont je peux dire, ça peut approcher des centaines de millions d'habitants qui manquent d'électricité sur l'ensemble de cette partie-là. Ce n'est pas seulement la commune de Kimbansé, que même de l'autre côté de Massina, parce que quand l'autre ligne, la ligne qui vient de Njili délimitée, a un problème, on prend à partir de cette source-là. Malheureusement, ce qui est surprenant, il y a la garde républicaine là-bas. Mais pourquoi? Mais on doit toujours voler au même endroit, le câble. La grande question. La grande question, est-ce qu'il y a des complicités qui font qu'on coupe l'électricité? Parce qu'il faut d'abord couper l'électricité pour que les gens viennent voler. Parce qu'un câble qui transporte une charge moyenne tension, on ne peut pas, c'est pas n'importe qui peut aller manipuler pour voler. Donc ça signifie qu'il y a vraiment, si pas complicité, mais il y a un sérieux problème qui nécessite une solution urgente pour que l'on répète, qu'on ne le revive plus. Voilà, je reste avec vous, Walter Kouy. On peut dire enfin, la plénière a été convoquée pour l'installation, la plénière prévue afin de discuter sur l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. C'est 3 mois après. Ça a pris énormément du temps. Les gens, certains diront que oui, notre constitution veut que. Est-ce que si la constitution dit que vous avez 1 mois renouvelable une fois, il faut nécessairement épuiser le mois et puis renouveler, ou vous pouvez aussi faire l'économie du temps. Parce que même quand on dit à chaque cycle, j'ai toujours été contre ça, renouveler ou refaire le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, mais on ne refait pas tout. On tire l'essentiel par rapport à tout ce qui a déjà été fait et se conformer à la Constitution. Mais pourquoi ça doit prendre autant de temps? Nous en sommes au 2e mois. Jusque-là, il fallait qu'un groupe de plus de 80 députés mette la pression sur le bureau provisoire pour qu'il lâche. Mais sinon, c'est à la limite ridicule. Il y a beaucoup d'impératifs. Le président, lors du discours d'investiture, avait parlé des impératifs sécuritaires. Nous avons la guerre. Est-ce qu'on doit laisser l'État
dans cette léthargie autant de temps où nous avons besoin de vite faire pour trouver des solutions, apporter des réponses concrètes aux problèmes qui assaillent la gestion de notre pays. Moi, je pense que c'est du temps de trop. De l'autre côté, la Première ministre qui est aussi en train de réconsulter, je me dis que est-ce que ce n'est pas aussi des consultations de trop dès lors que... Nous allons en parler, nous sommes d'abord à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale. Vous avez dit la pression, c'est-à-dire que la pétition, c'est la pétition qu'on avait initiée contre Mbosso. Je me rends compte que c'est ce qui a bousculé parce que aussitôt la pétition déclenchée ou enclenchée, le soir même, le bureau annonçait qu'il y a plénière pour le vote du bureau des membres définitifs, oubliant qu'avant qu'il y ait vote, il faut d'abord qu'il y ait calendrier, qu'on sache quand on dépose les candidatures, quand commence la campagne et quand aura lieu le vote. Et c'est hier seulement que la rapporteure vient se rétracter ou rétropédaler en disant qu'aujourd'hui, mercredi, on va fixer en quelque sorte, on saura quand est-ce que le bureau sera définitivement élu et puis le calendrier, disons, la périodicité de ce processus qui va concourir à l'installation définitive ou effective du bureau de l'Assemblée nationale. On a trop attendu, il ne faut pas que nous, Congolais, soyons complaisants pour des intérêts partisans ou personnels, faire tirer les choses à longueur parce que moi je me retrouve où je veux bloquer telle machine, où je cherche des mécanismes pour m'en tirer bénéficiaire. Malheureusement, ça n'avance pas le pays, nous tournons à rond. C'est une honte que des hommes d'État aient ce type de comportement, bien qu'il n'y a pas de politiquement correct. Alors, Joseph Kongolo, c'est parce que Mbosso a eu peur de sauter, hein, il tient vraiment à ces postes-là, il est même candidat au bureau définitif. Oui, mais cela n'est pas un problème. Cette pétition qui a déclenché ce problème, la tenue de cette plénière. Justement, nous déplorons un peu ce fait du fait que ce n'est pas un fait de hasard. Il faut dire ce qui est vrai, c'est que notre classe politique n'a pas une culture politique, une culture démocratique. Et puis, nous brillons par ce que j'appelle la culture de l'inconséquence. Nous sommes en guerre et n'arrivent pas à peser le poids, à peser les effets de cette guerre aujourd'hui. Et ils s'amusent à tirer le drap de leur côté. Et tout ça, il faut passer le temps alors que on est nous. Ce n'est pas le temps qui nous attend. C'est nous qui devons récupérer le temps. Donc, il y a cette culture politique démocratique qui n'existe pas, qui n'est pas à la hauteur de la demande démocratique. Et ensuite, c'est une culture de l'inconséquence. C'est-à-dire que les gens font des choses peut-être sans apaiser les conséquences. Et très malheureusement, cela est caractéristique de notre classe politique en général. Même s'il y a des individualités, mais en général, c'est une classe politique qui brille par un manque de culture démocratique et ensuite aussi cette culture de l'inconséquence. Donc on prend tout à la légère, alors qu'en réalité, ils ne comprennent pas le temps qu'on a perdu, combien ça coûte à la République démocratique du Congo. Il y a l'incertitude dans le chef de la population. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, n'est-ce pas, à la suite, n'est-ce pas, de ce retard énorme qui au-delà même, n'est-ce pas, de la Constitution, de tout ce qu'on appelle la procédure constitutionnelle. Donc, je trouve pratiquement que c'est quelque chose à dénoncer, dénoncer vraiment avec véhémence cette pratique de cette classe politique qui montre très bien que quand on a un lendemain flou, on préfère retarder les choses pour essayer de voir l'éclaircie avant de pouvoir agir, mais ça c'est une irresponsabilité notoire, une responsabilité politique notoire. Donc je crois qu'aujourd'hui, la société civile qui doit faire ce travail aussi pour contraindre, n'est-ce pas, les politiques à pouvoir aller vite dans les choses, elle semble aussi observer les choses de manière très passive. Donc nous dénonçons cette attitude de faire, nous dénonçons cette manière de faire qui est vraiment sadique et que très vite, il faudra nous donner les institutions pour que la République respire et qu'il y a beaucoup d'enjeux et de défis, n'est-ce pas, à relever. Et vous ne dites pas comme ces députés qui ont initié la pétition et que c'est Mbosso qui bloquait. Oui, évidemment, ils ont compris le jeu. Eux sont à l'intérieur, ils ont compris le jeu. Ils ont compris que quand il n'y a pas d'éclaircie politique, eh ben, le monsieur préfère garder un tout petit peu, retarder les choses pour ses propres intérêts et non pas pour l'intérêt de la nation. Voyez-vous, eux sont dans la boîte, ils ont compris que c'est ça le jeu, et vite, ils ont essayé de bousculer les choses à leur manière, et moi je les apprécie. Je les apprécie.
On ne vous donne pas une responsabilité qui devient un patrimoine. Non, la responsabilité n'est pas un patrimoine. Voyez-vous? C'est pas votre patrimoine que vous pouvez gérer comme vous voulez, non. Voilà pourquoi je félicite un peu ce groupe de députés qui ont brandi cette menace pour pouvoir déclencher le processus et aller plus vite dans l'élection du bureau, dans l'installation du bureau définitif. Alors, Christian Moleka, si blocage, il y en a ou il y en avait, les raisons, parce que ce qui a retardé, quelles seraient vraiment les vraies raisons de ce retard? Madame, avant de parler de blocage, ce qui se passe à l'Assemblée, pour moi, c'est vraiment l'expression d'une grande fragilité institutionnelle, à plusieurs niveaux. Il y a déjà une fragilité financière. Peut-être les gens ne le disent pas. Ça fait 4 mois que les nouveaux députés sont impayés. Ah bon? Et, oui, ils sont impayés. Et beaucoup rechignent à venir travailler dans l'impayement. Parce que, comme vous le savez, Kinshasa a une 50aine de députés. Et donc le reste des députés viennent des provinces, ils sont logés dans les hôtels, ils ont laissé leur maison en province, ils ont des problèmes de mobilité et donc des liquidités également. Et donc, ils rechignent à travailler. Mais ils ont quand même perçu les frais de, comment on appelle ça, l'installation. Ils les ont pas encore perçus. Ils les ont pas encore perçus. Et donc, conséquence, quand les commissions ont été mises en place pour faire le règlement intérieur, les commissions ont longuement traîné. Ils ont tiré en longueur parce qu'il y avait derrière des questions financières. Il y a une grande fragilité en termes de leadership. On l'a peut-être commencé avant l'émission. Le président Bosso, depuis le début de cette session inaugurale, s'évertue à marcher sur le règlement intérieur de l'Assemblée. Que ce soit pour la convocation de la session inaugurale, que ce soit pour le dernier communiqué qui annonçait les élections sans calendrier, sans date de dépôt, sans campagne électorale et brusquement élection. Donc les députés seraient venus aujourd'hui, auraient voté des candidats qu'ils découvriraient aujourd'hui, ils auraient fait la campagne électorale aujourd'hui et à la fin on aurait un bureau aujourd'hui. C'est inadmissible. On a quand même une pratique parlementaire depuis 2006. On sait qu'il y a un délai de dépôt des candidatures, qu'il y a une campagne électorale qui est menée par les candidats, puis ensuite il y a un jour de vote. Donc vous avez un bureau qui vous présente un communiqué parce qu'ils sont sous pression. Ça sort la pression. Qui marche délibérément sur les règlements intérieurs et sur les pratiques parlementaires. Cette fragilité-là conforte également l'instabilité. Associé au fait que peut-être qu'on n'en parle pas. Est-ce que vous savez que ça fait pratiquement 3 semaines que les plénières à l'Assemblée se font à huis clos? Que même la presse n'entre pas. Pourquoi il y a des huis clos alors qu'on discute du règlement intérieur et pourquoi les plénières se font à huis clos? Les assistants parlementaires ont tenté de protester pour leurs éléments. Ils ont été arrêtés, Manu Militari, j'étais dehors. Il se passe des choses qui, de plus en plus, dénotent d'une grande fragilité du Parlement. Et moi, ça m'inquiète sur l'avenir de des institutions qui est très importante pour notre démocratie. Après, il y a ces fameux enjeux d'ambition. On l'a rappelé plus d'une fois sur ce plateau. Le vrai problème, c'est au niveau de l'Union sacrée, sa capacité à gérer les ambitions des uns et des autres. Et puisqu'on n'arrive pas à gérer les ambitions des uns et des autres, ça impacte le fonctionnement de l'institution. Ça veut dire que vous avez un président Bosso qui veut rester, vous avez un Vital Kamerhe qui veut prendre la place, et vous avez un Bahati ambitieux. Et comme jusqu'à cet instant, il n'y a vraiment pas de réel arbitrage, cette guerre d'ambition impacte le fonctionnement. Donc on bloque le calendrier. Qui doit arbitrer selon vous? Parce qu'ils sont tous de l'union sacrée. Mais l'union sacrée a des autorités entre guillemets morales, il est un présidium. En politique, les questions d'ambition généralement se gèrent en dehors des institutions. Et les institutions viennent parfois, dans la pratique politique chez nous, viennent parfois avaliser ce qui a été pensé, arrêté et défini au niveau de l'état-major. Et le vrai problème, c'est celui-là. Et ce n'est pas seulement au niveau de l'Assemblée. Voyons au niveau de la ville de Kinshasa, c'est le même problème. Donc, cette plasticité de la gestion d'ambition au niveau de la plateforme impacte le fonctionnement. Parce que certains bloquent les calendriers pour gérer les ambitions, aboutir à une conclusion politique, et après, on aura le calendrier. Alors que, si on avait depuis un mois réglé ces problématiques, on ne perdrait pas de temps à gérer les ambitions et les égos des uns et des autres. Et puis peut-être... Je ne dirais pas comme M. John Kongolo une culture de l'inconséquence, je dirais de l'inculture politique. Parce que en management, il y a l'efficacité et l'efficience. L'efficacité, c'est réaliser en temps ce qui t'est confié. L'efficience, c'est réaliser dans le meilleur temps le travail. On n'est ni efficace ni efficient, alors que le pays est en guerre. Alors que le pays croule sous des urgences énormes.
humanitaire qui s'accroît chaque jour. On a l'insécurité qui s'accroît chaque jour à Goma, à Bunia, en Ituri. On a des morts chaque jour. Mais devant ces urgences, on devrait très rapidement installer les institutions, notamment le Parlement, parce que le gouvernement doit venir solliciter la motion d'approbation devant ce Parlement et le bureau définitif. Mais on fait les choses comme si on a le temps. Comme s'il n'y avait pas d'urgence, il n'y avait pas de priorité, il n'y avait rien, c'est normal. Et peut-être derrière, il y a la gestion des frais de fonctionnement. Comme on a un budget qu'il faut consommer suffisamment le budget, et bien les considérations financières vont dépasser les questions d'État. On a un vrai problème d'inculture politique, de culture d'homme d'État que nous sommes en train de perdre, qui malheureusement privilégie les intérêts privés sur les questions publiques. Et ces déséquilibres entre intérêts privés sur les questions publiques ont pris tellement de l'ascendant qu'aujourd'hui, les questions publiques sont reléguées vraiment derrière. À qui incombe la responsabilité par rapport à tout ce que vient de relever Christian Moleka? S'il faut faire porter une responsabilité à une seule personne à terre. Nous n'avons que seul garant du bon fonctionnement des institutions. C'est lui qui est redevable, c'est lui qui a été élu au suffrage unique. Donc, c'est lui que tous les Congolais ont élu, et c'est à lui que va incomber ou qu'incombe la responsabilité, et à lui seul de remettre l'ordre ou de gérer les ambitions dans les rangs de l'Union sacrée. Parce que comme on le disait tantôt, c'est aussi ce problème-là de casting de qui va devenir président de l'Assemblée nationale. Au sein de l'Union sacrée, c'est que ça fait plusieurs mois qu'aucune réunion n'a été convoquée. Et les membres du présidium ne se sont réunis la dernière fois que le jour où la campagne électorale pour la présidentielle avait été lancée au stade des Martyrs, et depuis, plus rien. Est-ce qu'on a évalué combien de députés avons-nous? Ce qui fait que chacun brandit aujourd'hui Sebati qui dit qu'il est première force après l'UDPS. Demain, c'est Sama qui dit non, c'est moi, j'ai autant de députés. Le lendemain, c'est comme ça, depuis la publication des résultats par la CENIA, rebondissement chaque jour qui passe. Et même quand vous voyez la liste des consultations de Madame la Première ministre, vous constatez que l'ordre a changé. Bon, j'ai vu Steve Mbika y tweeter que les résultats publiés par la Première ministre sont différents de celles de la Cour constitutionnelle et de la... Non, ce ne sont pas des résultats, mais en principe, le nombre de députés, selon les documents présentés, je crois, auprès du chef du gouvernement. Donc, il faut vraiment que l'on remette l'ordre dès maintenant, avant que l'on se lance à une période de querelle pendant 5 ans qui vont suivre, parce que quand c'est l'heure passée, le dernier mandat du président de la République, Félix, il y aura une guerre des successions qui risque d'handicaper le bon fonctionnement des institutions au regard des poids lourds qu'il y a à l'Union sacrée. Raison pour laquelle moi je demande à ce que ces gens-là ou les sociétaires de l'Union sacrée sachent comment se répartir les responsabilités, ou comme diraient d'autres, comment se répartir leur gâteau électoral, et pour éviter des frictions. Parce que si aujourd'hui tel leader ne va pas, ça ne marchera pas. Mais s'agissant de l'actuel président du bureau d'âge, les gens lui reprochent d'avoir 2 députés seulement. Il a 2 députés, ce qui fait que il est poids plume. Donc, il ne peut pas se taper le torse, bomber le torse pour dire qu'il va piloter l'Assemblée nationale. C'est à la limite UDPS. Si UDPS le dit, moi, ça ne poserait pas un problème parce que c'est le parti majoritaire. C'est ça. Mais sur le plan politique, il y a certaines concessions que l'on se fait avec ceux qui nous ont accompagnés à la victoire électorale. Mais si l'UDPS réclame la présidence de l'Assemblée nationale, personne ne lui en voudra, parce que UDPS, elle et ses mosaïques, c'est plus de 100 députés, ce qui fait donc, environ... la présidence doit revenir à l'UDPS. Normalement, alors, si on compte le nombre de députés, si on compte le nombre de députés, l'UDPS aujourd'hui avec 77 députés, si vous prenez avec ces mosaïques, ça fait environ 150. C'est tout à fait normal qu'elle réclame l'Assemblée nationale. Mais dès lors qu'elle a concédé, laissé les autres partenaires de l'Union sacrée prendre cette place, que les gens qui ont le plus grand nombre de députés en négocie, passe à la négociation. Il y a Bahati, il y a Kamere, il y a aussi
toute la mosaïque autour du Premier ministre Sama Lukonde, qui a aussi quelques députés. Je crois que ce sont les trois là qui peuvent se taper la poitrine pour dire, voilà, moi je tente la présidence de l'Assemblée nationale, mais pas l'actuel président du bureau d'âge. Parce que si certains, j'ai vu, parce qu'il y a une communication en sourdine qui est en train d'être distillée sur les réseaux sociaux que non, il dit qu'il n'est pas assez ambitieux, il ne fera pas ombrage au président de la République. Sur ce même plateau, je disais que la semaine passée, nous n'avons qu'un seul président de la République. C'est lui qui engage l'État. C'est lui le commandant suprême des forces armées. Je ne vois pas un autre chef de corps ou d'institution lui faire ombrage. Non, je ne le vois pas. À moins que nous ne soyons pas normaux. Mais dans un pays normal, je ne vois pas, au regard des enjeux actuels et la configuration politique actuelle, je ne vois pas un acteur politique faire ombrage au président de la République. Ouais. Même si, j'ai dit, même si on nommait Kamere président de la République, moi je ne le vois pas faire ombrage au président de la République au regard de pouvoir énorme du président de la République. La Constitution est claire. Et c'est un faux débat de dire que si on donne Bahati ou Kamere, il fera ombrage, il risque. Non. Ça, ce sont des débats des gens qui n'ont pas d'esprit assez ouvert pour analyser et mieux entrevoir la politique de notre pays. Parce que l'idéal, ce n'est pas de servir un individu. Nous avons besoin des gens qui viennent pour servir la nation, pas des gens qui viennent au service de Tshisekedi. On a vu sous Kabila des gens qui étaient uniquement pour le Raïs. Nous sommes les serviteurs du Raïs. Non. Vous travaillez pour la population congolaise et le président de la République également, sous son orientation, sa vision. Ce sont ces gens, ce type de personnel politique que nous recherchons, des gens dévoués pour la cause de la patrie et non pour la cause malheureusement, ça n'a pas toujours été le cas. Il faut le rechercher. Malheureusement. Justement, pour rebondir sur ce que Walter disait, mais lorsqu'il dit le type de personnes que nous recherchons, c'est qui le nous? Ça, nous, Congolais. La population. Oui, malheureusement, la population. Le problème, c'est qui? Parce que quand vous regardez, par exemple, la mandature qui vient de finir, il y a eu énormément de dossiers de détournement. Le Parlement n'a même pas pipé. On attendait l'inspecteur général de l'IGF tout le temps dans les médias parler de dossiers. Et le Parlement, qui est le premier organe de contrôle d'action gouvernementale, est pipé mot. Combien de ministres ont été convoqués au Parlement pour venir répondre des actes alors que l'IGF disait avoir documenté des cas éminents de corruption? La Cour de compte qui a été activée, combien de fois a parlé des cas? Un Parlement qui était amorphe, à part pour faire tomber un ministre de l'économie et aujourd'hui à suivre les déclarations, on nous fait croire que ce sont la communauté libanaise qui aurait participé à faire tomber le ministre. Et je parle de déclaration d'un élu. Donc vous avez un Parlement qui est amorphe. Depuis 2006, au début de la législature, à l'époque de Kamere, on a eu un semblant de Parlement qui prenait de la distance avec l'exécutif. On l'a vu avec l'affaire Boulouda Congo, comment à l'époque le Parlement commençait à prendre un peu de la largesse vis-à-vis de l'exécutif. L'affaire Snell aussi. L'affaire Snell aussi. Puis après, plus rien. On a mis à la tête du Parlement des personnes qui ont corsé pour avoir un Parlement sur les bottes et qui ne généraient pas suffisamment l'exécutif. Et depuis là, de plus en plus, on a un Parlement qui a perdu sa capacité d'être, je dirais, un contre-pouvoir. Parce que la séparation du pouvoir, lorsqu'on parle de l'éclatement vertical ou horizontal du pouvoir, c'est pour avoir un check and balance, comme on dit en sens politique. C'est-à-dire un pouvoir qui arrête un pouvoir, un contre-pouvoir. Mais est-ce que le Parlement tel qu'on l'a peut être un contre-pouvoir? Ils sont tous dans l'union sacrée. Ça ne veut rien dire. Les loups ne se mangent pas. Justement, c'est ça l'erreur chez nous. C'est de penser qu'une majorité ne peut pas se remettre en question. C'est faux. La majorité peut s'autocritiquer et se remettre en question. La majorité ne peut pas être mécanique pour dire, voilà, si tu es de l'union sacrée et que tu voles, nous on accepte. Non, c'est pas ça, malheureusement. C'est pas que parce qu'on est majorité, on ne peut pas se remettre en question. La majorité peut se remettre en question en elle-même, faire tomber la majorité en intérieur et rester majorité. C'est ça aussi la démocratie. Mais nous pensons que quand on est de la majorité, on ne se critique pas. C'est l'opposition qui doit critiquer, nous-mêmes on ne peut pas se critiquer. Si on se critique, c'est que tu es traître.
Et donc, qu'il y ait faute, qu'il y ait bonne gestion, nous, comme on est majorité, nous-mêmes, on ne peut pas nous critiquer nous-mêmes. Non, c'est pas comme ça. Ailleurs, la majorité se remet en question. Elle-même se remet en question en interne. Et donc, nous avons besoin, et le nous, peut-être, c'est le peuple, c'est d'un Parlement capable d'être un contre-pouvoir. Et d'exercer un vrai, réel contre-pouvoir vis-à-vis de l'exécutif. On nous parle des dossiers, attribution des marchés pour les forages. Mais le Parlement est absent. Est-ce que vous avez entendu qu'on a interpellé des ministres sur de tels dossiers? L'honorable Tchingo Pouloulou a parlé plus d'une fois de surfacturation de la route Elenguessa. Vous avez entendu le Parlement convoquer les autres ministres pour ça? Mais la justice aussi peut se saisir de quand il y a clameur publique. Le fonctionnement régulier, ouais. C'est que vous avez un Parlement qui contrôle l'exécutif et les services publics. C'est d'abord là. La sanction, elle est politique. La sanction, elle est judiciaire. Mais si politiquement on ne tire pas les conclusions à travers une censure ou une motion de défiance, puis le mettre à disposition de la justice, le fonctionnement n'est pas normal. Donc nous sommes nous-mêmes en train de fausser les fondements institutionnels de la démocratie parce que nous voulons un Parlement faible. Alors c'est normal que les gens disent je ne ferai pas ombrage, ça veut dire je ne veux pas déranger. Je vais être un président du Parlement docile qui ne va pas déranger, et donc prenez-moi. Mais un tel profil, c'est un profil antidémocratique, parce que ça ne nous permet pas d'avoir un Parlement garde-fou, et qui permet d'avoir un contrôle sur un exécutif, même si ça appartient à la même majorité. Malheureusement, ça va continuer, hein, parce qu'on a 20 députés de l'opposition. Une 20, hein, une vingtaine. 26. Ça va continuer. Là. 26. En une minute, oui. Pour rejoindre ce qu'il vient de dire là, en Grande-Bretagne, le même parti a démis 3 premiers ministres, je crois. Oui. C'est le même parti. Oui. Majoritaire à l'Assemblée nationale. Oui. Démis Theresa May, et puis il y avait une autre dame. Et puis maintenant c'est... Sunak. Le même parti politique se remet en cause, on démet votre Premier ministre. Ça peut se passer. Mais ici, chez nous, en Grande-Bretagne, on me dira, bon là, ils en apportent. Démocratie un peu... Non, il ne nous faut pas 100 ans pour faire comme eux. Aujourd'hui, nous roulons carrosse ici, on sait réparer des véhicules, on n'a pas attendu des centaines d'années pour rejoindre la technologie à ce niveau-là. Un autre exemple pour toujours le Parlement, le contrôle. Le Parlement ou l'Assemblée nationale a démis le DG de la SNEL. Mais le même a été remis en fonction. Rappelez-vous, la législature passée, monsieur Lucinde, Fabrice Lucinde Walusinde. Il est là jusqu'à présent. Il avait été remis en fonction. Alors que l'Assemblée nationale, après tous les débats qu'il y avait eu, avait décidé qu'on puisse révoquer ce DG-là. Mais quand le monsieur revient, qu'est-ce que l'Assemblée nationale a fait? Voilà. Nous allons clore avec ces dossiers de l'Assemblée nationale, Joseph Kongolo, parce que je suis Limboso, après ses consultations avec la Première ministre, il dit que d'ici la fin du mois, il y aura l'installation du bureau définitif. Est-ce qu'on peut y croire? Bon, on peut y croire, parce que je crois que les pressions ont été aussi fortes pour qu'il y ait un bureau définitif. On peut y croire, mais pour revenir un peu à ce que Christian disait, et d'ailleurs Walter aussi, je crois que la conclusion est claire. La démocratie a ses exigences. Un état de droit a ses exigences. Voyez-vous? Et quand vous parlez du développement d'un pays émergent, il y a des exigences. On ne peut pas préférer devenir une démocratie, un état de droit, être un pays émergent, quand on n'a pas des exigences. Donc, vous comprenez que dans le petit temps qu'ils ont parlé, vous avez compris que nous avons des sérieux problèmes à tous les niveaux. Dans le fonctionnement d'abord de l'État, dans le fonctionnement de la démocratie et dans le profit dans les âmes appelées à animer les différentes institutions. Donc, nous avons de sérieux problèmes. Dans toutes les étapes, pratiquement, nous avons des très sérieux problèmes. Et moi, je me suis toujours posé la question, quelle est la structure qui est chargée de réguler toutes ces choses, de sanctionner, de corriger, si le Parlement ne fait pas son travail? Elle existe. Ah mais le Parlement est là. Est-ce qu'il est chargé de faire ce travail? Non. Quelles sont d'autres structures d'appui chargées de faire ce travail? Vous avez l'IGF, bien sûr, vous avez d'autres institutions. Est-ce qu'ils fonctionnent correctement?
Est-ce qu'on peut revenir sur les mêmes tares chaque jour, chaque année, chaque mandat, alors que ces structures existent? Donc il y a un problème de fond, qui ne fait pas l'objet de débat, malheureusement. Donc, il y a des très sérieux problèmes, madame. Pour le gouvernement, le bureau définitif, je crois qu'il y a suffisamment de pressions qui ont été faites à l'interne et à l'externe. C'est pas normal, tout le monde en parle sur les médias, c'est ce Parlement qui a traîné, ce Parlement qui a fait ceci, qui a fait cela et tout ça. Moi, je crois qu'il y a de quoi espérer que d'ici la fin du mois, il faut absolument avoir un bureau définitif. Et je crois que Walter a évoqué des cas très précis. On ne peut pas avoir 2 députés au Parlement et prétendre à la présidence de ce même Parlement. Et en plus, il y a un autre élément qui va en sa défaveur, c'est que dans l'espace linguistique, il y a déjà Madame Judith, qui est du même espace linguistique. Les Congo. Non, je parle de l'espace linguistique. Oui, les Congo. Ah, ok. Avec Bosso. Oui. Avec Bosso. Donc, Congo, je vois personnellement très mal. C'est comme si on n'a pas suffisamment du personnel qualifié pour occuper ce poste. Je vois très mal que Bosso revient encore. Et ça risque de déséquilibrer un tout petit peu ce que nous appelons les équilibres. Voilà, je reste avec vous, Joseph Kongolo, avec l'élection des sénateurs et gouverneurs qui ont été repoussés. Et ça sera combiné, hein, les contraintes financières évoquées par la CENI. Vous êtes d'accord? Bon, nous subissons, madame, je peux ne pas être d'accord, mais nous subissons les faits. Ce qui est un peu plus difficile à comprendre, c'est que les élections indirectes, donc de second degré, ce sont généralement les élections qui ne coûtent pas trop cher. Ça ne coûte pas trop cher. Alors, quand on dit c'est pour des raisons d'argent, je me demande c'est combien. Quelqu'un a fait Pour en dire. faire quoi aussi? Mais justement, Ce sont ce des sont des autres élections questions. pour lesquelles les résultats sortent le même jour. Ça veut dire, ça ne doit pas coûter cher en réalité. Et puis, on peut utiliser le papier duplicateur. Hein. C'est dans une Et salle. ils sont en nombre de combien? C'est dans une salle. Ils sont au nombre de 500, d'autres sont au nombre de 21. Dans les assemblées provinciales. On peut utiliser du papier. Ils sont au nombre de 21. Vous avez vos comment on dit, vos témoins qui attestent effectivement qu'il y a eu ceci. Tout simplement. Pourquoi les gens veulent grossir toujours les choses? C'est ça la manie de la République. C'est ça notre manie. C'est ça notre manie. Au second degré, chacun, il y a toutes les structures qui sont là pour attester de la véracité du processus, n'est-ce pas? Et on peut utiliser du papier carton, madame. Pourquoi 21 personnes, 18 personnes, 48, c'est le maximum, je crois, 48 pour l'Assemblée provinciale. C'est le maximum ou 50? C'est le maximum. Pour 50 personnes qui doivent voter, vous cherchez quoi? Il peut faire à la main, sans utiliser la machine. Il peut faire à la main. Donc c'est un faux fouillant, c'est bon. Je ne trouve pas que ce soit une raison valable pour ne pas faire les élections dans le temps, particulièrement les élections de second degré. Je l'ai dit, je reviens encore sur ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est une culture de l'inconséquence. Vraiment, nous ne savons pas ce que nous faisons. Nous ne savons pas ce que nous faisons. L'état n'est pas normal. Nous ne sommes pas en état normal. Pourquoi nous ne prenons pas les choses avec tremblement, avec responsabilité? Pourquoi? À cause des intérêts personnels, bien sûr. Je pense que le président de la République, il a parlé de leadership tout à l'heure, tu as posé la question. Je crois que, et ça je l'ai toujours dit, il y a quelque chose aussi qui manque au président dans le leadership. Dans le leadership, à un certain moment, le leader doit taper du poing sur la table. Faire quoi, par exemple, dans le cas échéant? Demander d'abord à ce que tous ces processus aillent vite. Et ça devait se faire. Qu'est-ce qui a empêché, par exemple, notre ami Mbosso ici, de faire les élections? Il a combien? 3 mois. On a terminé la validation des mandats, on a terminé, on a tout fait. Même le règlement de l'intérieur est venu déjà, il est déjà parti de la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend quoi? Il attendait quoi? Là, le président de la République devait intervenir. Il devait intervenir. Les assemblées provinciales. Peut-être c'est entretenu aussi de part et d'autre, hein, on ne sait jamais. Non, je dis ceci, madame. Le leadership hein. veut qu'à un certain moment, qu'on aille plus long dessus et qu'on attire les gens vers la hauteur. N'est-ce pas? Okay. Il ne faut pas que les gens vous attirent toujours vers le bas. Là, il faut faire très attention. Ce sont des qualités de leadership, madame. À un certain moment, il faut tirer les masses vers le haut. Alors, si vous vous laissez tirer vers le bas, c'est-à-dire que vous faites tomber votre leadership. Le leadership s'affaiblit. Donc, le président de la République doit taper du poing sur la table pour qu'à la fin de ce mois,
Eh bien, connaît toutes les institutions. Alors, il y a cette instruction. C'est qui a la parole? C'est Walter ou bien Christian Moleka? C'est Christian Moleka. L'instruction du procureur général après la Cour de cassation. Pas des téléphones, pas des caméras interdites lors de ces élections de sénateurs et gouverneurs. C'est pour lutter contre la corruption. Ça tient, c'est une démarche efficace pour... ou bien les gens étaient corrompus en amont et que ça servait à rien. C'est inutile, c'est totalement inutile. Je vais commencer par compléter la première question que vous avez posée sur le financement. Je crois qu'il y a un aspect qu'il faut prendre. Techniquement, pour organiser les élections indirectes, même pour 2 personnes, la CENI déploie du personnel. Et puis la CENI déploie l'équipement, le matériel. C'est de la logistique. Parce que vous allez déployer des urnes, des isoloirs, vous allez déployer des machines à voter, vous allez déployer un personnel qui va superviser. C'est de la logistique. Et il n'y a pas de logistique sans argent. Donc, si la CENI évoque des questions financières, la CENI a en partie raison parce qu'il y a une logistique derrière. Et c'est une logistique, pas à la hauteur, c'est une logistique dans 26 provinces. Ouais. Après, mais la loi dit quoi? La loi définit comment nous votons. La CENI ne va pas changer la loi. Si la loi vous dit que le vote s'est fait sur bulletin imprimé et qu'il est semi-électronique ou électronique, la CENI ne va pas dire, bon, puisque je manque l'argent, moi je vais prendre les duplicateurs, non sans tenir compte de la loi électorale, et je vais faire ma manière. Après, nous allons nous tous revenir pour dire que la loi électorale a été violée dans ses dispositions telles que prévues sur l'organisation des scrutins. Peut-être la question de fond qu'on devrait se poser, c'est que la CENI a quand même eu le plus grand budget de tous les processus électoraux depuis 2006. On parle d'1,5 milliard le budget. Et qu'on serait déjà à 1,3 milliard. Est-ce que la CENI a épuisé les 1,3 milliard? Ce sont des questions de fond qu'on peut se poser. Comment on a géré le 1,3 milliard alloué la CENI pour le processus électoral? Donc nous avons des élections qui ont consommé plus d'1 milliard $. Et aujourd'hui, on est en cours d'argent. Et puis après, derrière ce que la CENI dit, c'est que nous avons une république qui est en manque de finances publiques. C'est la vérité. Ce n'est pas seulement la CENI qui manque l'argent, c'est aussi les fonctionnaires qui rappellent tout le temps le paiement ou le paiement. La République est en panne sèche. Il n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent pour payer, il n'y a pas d'argent pour la CENI. Et donc, comme l'échéance, le plus grand échéance, c'est mars pour les finances publiques, on attend l'échéance de mars ici, le 31 mars, pour l'échéance, pour qu'on ait suffisamment de liquidité. Peut-être à partir de là, on va pouvoir dépenser. Manque d'argent alors qu'on parle de détournement à tout moment. La République est en panne sèche. Ça se voit, beaucoup de secteurs, il y a de retard de paiement dans beaucoup de secteurs. Et ce n'est pas la CENI seule. La CENI n'est que la partie visée de cela. Maintenant, revenons sur le procureur. Oui. La corruption est endémique dans tes pays. Il est même systémique. Et les élections, ce n'est qu'une partie visible de la société dans laquelle nous sommes. Vous pensez qu'on vient donner l'argent dans la salle de plénière pour que les caméras filment la transaction? Mais dans ces pays, on a vu des images des gens qui avaient des stylos avec caméra, qui sont allés voter, puis avec son stylo caméra, il a pris la photo pour envoyer à qui de droit que j'ai voté. Est-ce que les stylos caméra, on va aussi identifier les stylos caméra? La corruption ne se règle pas vraiment à ce niveau-là. Si on veut lutter contre la corruption, il faut aller plus loin. Peut-être qu'on veut gérer les ambitions et le contrôle des votes pour orienter le contrôle des votes, peut-être. Mais je ne pense pas qu'en utilisant les caméras ou en utilisant les téléphones d'entrée, qu'on va régler les problèmes. Non, les problèmes, c'est pas la solution. Les problèmes se fait ailleurs. Il se fait vraiment ailleurs. Le vrai problème, c'est l'éthique. C'est l'éthique. Est-ce que nous avons des hommes d'éthique, des hauts niveaux d'éthique au sein des institutions? Non. Si nous n'avons pas travaillé fondamentalement à avoir des hommes d'éthique, à renforcer l'éthique des dirigeants publics, on peut prendre toutes les dispositions du monde. En criminologie, on dit c'est le voleur qui fait progresser la société. Voilà. Le voleur crée et la loi suit. Voilà, Walter Couille, ce rappel à l'ordre du procureur général après la Cour de cassation, ça vaut l'appel lorsqu'on sait qu'il y a eu de menaces des destitutions des députés provinciaux, même à Kinshasa, pour voter. Mais malheureusement, le problème de corruption, mes deux aînés l'ont dit, c'est pas, on ne va pas résoudre ça tout d'un coup avec cette instruction que non, pas de caméras, pas de stylos. Le voleur a une longueur d'avance, surtout quand il prépare un coup.
Je pense que cette instruction n'aura aucun effet sur ce qui a été planifié. Par contre, moi, je n'ai pas aimé les injonctions ou les menaces sur les députés ou les électeurs, au second degré, ceux qui vont élire plutôt les gouverneurs et les sénateurs. Parce que, voyez, depuis 2011, si à travers le pays, il y a eu des motions contre les gouverneurs de province, parce que ces gens-là avaient été pilotés ou commandés depuis Kinshasa. On n'a pas laissé la liberté ou la démocratie s'exprimer à la base. Et pourtant, tous les jours, nous revenons sur la démocratie. Rappelez-vous la Cour constitutionnelle avec son arrêt disant que les députés avaient la latitude, la liberté de voter qui ils voulaient. On doit s'en tenir. Donc, nous voulons à la fois une chose et son contraire. Quand quelque chose nous arrange, nous en faisons la promotion. Quand ça ne nous arrange pas, on y revient. Non. Aucun député ne peut recevoir un mot d'ordre pour tel vote. Bien que la discipline, c'est pourquoi je dis la discipline dans le parti, ça se cultive. Ça doit s'exprimer. Quand un candidat dit que pour telle raison, moi, je ne veux pas de tel, laissez-les s'exprimer et qu'ils disent les pourquoi. S'il est mis en minorité, le parti va gagner. Mais menacer les gens, moi, je pense que c'est contre-productif. Ils peuvent aujourd'hui se soumettre, mais rassurez-vous, comme on l'a vu au temps du FCC ou de la MP ou AMP, après 1 année, 2 ans, vous apprendrez que tel gouverneur a été destitué dans telle ou telle province. Raison pour laquelle j'invite, surtout, je souhaite que nous ayons cette possibilité ou cette force morale de faire la politique autrement pour nous éviter le pire à chaque cycle électoral. Alors on va parler consultation. Là, je reste avec vous. On fait le tour des tables et puis ça sera la fin des kiosques. Les consultations de la Première ministre. Hier, c'était la 3e journée. Au sortir, les consultés, on parle de 45 membres du gouvernement. Et puis, la Première ministre, selon ses consultés, n'y va pas... les membres du gouvernement, hein, les leaders des partis politiques et regroupements politiques ne seront pas membres du gouvernement. Et puis, les critères, hein, l'expérience, la probité, tout cela. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais si elle revient sur tous ces critères, qui désigne, qui va envoyer la liste? C'est le président. Rappelez-vous avec Gizenga, les Yandive Yandikaka, un nom fantôme qu'un président de parti avait envoyé pour qu'on dise on n'a pas trouvé la personne et toi-même tu viens. Ce sont les présidents des partis politiques. Au Congo, les partis politiques, ce sont des biens privés. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas bomber la poitrine dans un parti. On vous dira que le parti appartient à tel, c'est lui qui loue le siège, c'est lui qui dépense autant d'argent. On n'a pas encore cette culture démocratique où le parti, c'est un patrimoine pour tout le monde. Raison pour laquelle je ne vois pas vraiment les lignes bouger. Tel président d'un parti politique va envoyer les noms des gens qui le croient être acquis à sa cause, des gens qui ne vont pas, comme dirait, je parle comme tout le monde, qui ne vont pas le trahir. Et pourtant, on a parlé de probité, mais si tel parti voit que tel monsieur, si on l'envoie, il est d'esprit libre, ça ne marchera pas. On ne va pas t'envoyer. On va envoyer les 3 noms-là, et parmi les noms-là, la Première ministre va choisir un, et la personne sera redevable. Parce qu'au cas où ça ne marcherait pas, en cas de remaniement, on va vous retirer. Voyez un peu. Donc, on a le piège et l'appât à la fois. Ce qui fait que on n'est pas encore sorti de l'auberge. Si nous continuons avec le même système, nous allons encore perdre 5 années et on ne fera que tourner en rond. Raison pour laquelle j'en appelle, j'ai souvent demandé aux acteurs politiques de chercher un autre travail, que ces gens trouvent d'autres choses à faire dans leur vie que de s'accrocher à la politique qui est devenue presque un style de vie. Ils font une carrière politique parce qu'ils te diront, moi je ne fais que de la politique. Bon, faire de la politique signifie quoi? Faites autre chose. Le jour où vous n'êtes pas aux affaires, allez au champ, allez faire autre chose dans votre vie. Ça va nous permettre d'avoir une société un peu plus libre que des gens qui ont travaillé depuis l'indépendance, Mobutu, Kasavubu, jusqu'à ce jour, certains qui sont encore vivants, continuent et veulent rester en train d'être accrochés aux mamelles de l'État, malheureusement, et ça ne va pas nous avancer. Joseph Kongolo, la Première ministre évoque la taille, 45 membres du gouvernement.
Je bon crois pour ça. qu'elle a une chance dans sa vie d'être un leadership actuel. Pas diffus, mais actuel. Ça veut dire qu'elle a la capacité aujourd'hui, dans toute cette confusion, dans tous ces mots qui rongent la République, si le président lui laisse un espace d'expression, elle peut griffer le temps, elle peut griffer la République démocratique du Congo et griffer le monde. C'est le temps d'un arrêt et de nouveaux commencements, si elle peut le faire. Et c'est ce que je souhaite aujourd'hui, qu'elle puisse s'en tenir d'abord au critérium qu'elle a donné et qu'elle soit sévère dans le choix. Parce que sur le 3 noms, si tous les 3 noms ne répondent pas aux critères, il faut les renvoyer à l'expéditeur. Il faut les renvoyer pour trouver des noms qui correspondent. Et la probité, c'est un élément de taille. Ça, c'est au niveau du choix. Même au niveau de l'exécution, au niveau du travail, si elle ne garde pas la rigueur, malgré qu'elle soit femme, dans un monde foncièrement et souterrainement homme, elle doit tenir le coup, et je crois qu'elle a la capacité, la possibilité de pouvoir griffer le temps et d'opérer un changement profond. Espérons qu'elle aura les mains libres, hein, Christian Moleka. Elle doit créer aussi, Bon, doit se créer un espace d'expression. la politique est rapport de force, la politique est domination. C'est à elle Ouais. d'imposer un rapport de force qui lui permet de s'inscrire dans l'histoire. Ouais. La taille du gouvernement est liée à la taille éléphantesque de l'Union sacrée. Bon, tout le monde a la même majorité. C'est ça le vrai défi. Lorsque vous avez une majorité qui a phagocyté les autres formations pour devenir un pôle assez éléphantesque, la gestion d'ambition devient complexe. Et donc, une majorité aussi large ne pouvait que générer autant de problèmes en termes de gestion. Et à ce moment donné, il faut qu'on se pose des questions en termes de recherche de majorité. Qu'est-ce qu'on recherche réellement? Est-ce qu'on veut une majorité de gouvernance, donc une majorité stable, ou on veut une majorité éléphantesque qui va nous poser de problèmes après, parce qu'il faudra gérer, alors qu'une partie de l'opposition aurait été également utile de l'avoir au Parlement. Et donc le vrai défi, c'est là, c'est la taille de la majorité, la gestion des complexes ambitions des uns et des autres, qui va impacter la taille du gouvernement. Quand vous suivez par exemple, j'ai vu sur Twitter, le secrétaire général de l'UNC dire que la taille n'est pas un problème. On a eu deux regards opposés, hein, Bahati qui parlait de réduire le train de vie, l'UNC qui parlait d'un gouvernement à la taille du pays. Et donc on a ce problème de cohérence déjà au sein d'eux-mêmes des acteurs, et certainement qu'elle va proposer une ligne médiane, mais qui malheureusement va nous donner un gouvernement malheureusement éléphantesque. On pourra avoir un gouvernement à plus de 40 ministres, alors qu'on aurait pu aller avec une équipe assez réduite et travailler sur l'efficacité. Voilà. Merci Christian Moleka. Ce qui est fini. Un Merci mot, Joseph un mot. Kongolo. Merci. Oui, Un mot Walter, en merci. rapport avec ces meurtres ou ces assassinats qui se poursuivent dans la province de l'Ituri. 3 mois après, on a déjà compté 200 morts. C'est plus qu'au Nord Kivu où il y a la rébellion du M23. Donc on doit faire de telle sorte que le général-gouverneur fournisse assez d'efforts, parce que c'est pour ça qu'il est là, pour que la paix revienne en Ituri. On n'en parle pas assez. Il y a plus de morts en Ituri qu'au Nord Kivu. Voilà le mot que je pouvais, Voilà. avec lequel je termine l'émission. Merci pour vos mots. Merci Walter Kouy. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de kiosque. Merci à l'équipe technique, Marité Godot, Moro, Nzambe, Alain Kabongo, Fiston Atunga. Merci au coach Doudou Montiri. Madame, Messieurs, je vous retrouve vendredi avec le même plaisir. Au revoir.